Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 31 janvier 2024 et nous nous retrouvons encore pour un nouveau point marseillais. N'hésitez pas, comme d'habitude, la température à l'heure où vous me regardez. Et on va faire un petit point sur le mercato, bien sûr, qui est encore très dense, malgré qu'il reste que un jour et demi. Et oui, ça se termine le 31, pas le 31, le 1er à 23h59, donc demain. On va faire un petit point donc sur le mercato, bien sûr, sur l'actualité. Mais avant cela, un petit point sur le point Marseille, justement, pour voir si ça fonctionne. Ça me prend 10 secondes. Ça me prend 10 secondes. Et donnez-moi de la force, les amis. J'en ai besoin. Il faut continuer pour que après le mercato, ça continue encore. Cette quotidienne, ça fait plus d'un mois qu'on l'a fait. Et j'aimerais bien commencer à continuer, je veux dire, plutôt cette quotidienne. Allez, je vous montre juste quelques stats. Voilà, donc c'est juste deux trucs, juste deux trucs. Alors, pour les non-abonnés, c'est très important. Vous êtes environ 64,4, 65%, on va arrondir, à n'être non abonné quand vous me regardez. Donc, si ça fait qu'il y a 2000 vues, ça fait qu'il y a environ 1000. Donc, ça ferait 640. 640 fois 2, ça fait 1300 personnes qui me regardent sans être abonnés. Si ça vous plaît, le contenu, mettez un petit pouce en partant, un petit commentaire et abonnez-vous. Si vous revenez de temps en temps, abonnez-vous, ça ne paye rien. Voilà, ça ne coûte rien et ça permet de me récompenser pour le travail que je fournis pour vous. Et je continuerai derrière en plus. Regardez en dessous, il y a aussi les femmes. J'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes, voilà. Les femmes, allez, venez, 5,5%, c'est pas énorme. Je vous fais une petite bise à toutes les femmes du monde entier. Allez les amis, on va sur l'introduction et on revient après sur cela. On y va, let's go, l'introduction. Alors, on commence par quoi? On commence par l'éphéméride du jour. Nous sommes le 31 janvier, comme je viens de le dire. Et on a un ancien joueur olympien que vous connaissez toutes et tous, c'est Bouna Sarr. Vous vous en souvenez? Latéral droit. En ce moment, en plus, ça parle de latéraux droits. Est-ce qu'on va perdre Klose? Est-ce qu'on va recruter d'autres? On va en parler. Il y a deux pistes, dont une vous connaissez sûrement, vous l'avez vu dans la journée, mais une autre qui est tombée très très tard dans la soirée. Donc après, on a Harry Durel, je crois, et Honoré Palumbo. Alors Harry Durel, 1879, c'est peut-être le plus ancien que j'ai vu. Voilà, anglais. Donc un anglais, un sénégalais et un français. Bon anniversaire à toutes ces trois personnes, malgré que je pense que Harry ne soit plus de ce monde. Mais bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 31 janvier. Allez, on va faire un autre petit point sur la chaîne Twitch. Si vous voulez me retrouver aussi en live, parce qu'on ne se voit plus beaucoup sur YouTube, vous pouvez me retrouver donc sur Twitch. Je ferai un live samedi où on récapitulera, on fera un bilan de cette période mercato et de l'actualité. On passera un bon moment, voilà, vous inquiétez pas. Pour ceux qui y vont, ils le savent. Et dimanche, pardon, on se retrouvera pour le match Lyon-Marseille sur YouTube et sur Twitch. Voilà, c'était un petit point. Maintenant, on va sur autre chose, les amis, et on va sur la CAN. Allez, on fait un point sur la CAN avec les Marocains qui se sont fait sortir. La grosse surprise dans cette CAN après le Sénégal. Donc Asdim Naï et Amin Harit éliminés en huitième de finale de la CAN, éliminés contre l'Afrique du Sud 2-0. J'ai passé la soirée avec certains. On a passé une belle soirée. N'hésitez pas à noter justement la soirée qu'on a passée hier soir. Donc encore du renfort pour dimanche pour le match à Lyon. Et oui, parce que le match à Lyon, on va avoir le renfort de Pape Gueye, bon, donc lui, il est écarté, je ne pense pas qu'il sera là. Ismaïla Assar, on va en parler tout à l'heure. Et Iliman Ndiaye surtout. Et Amin Harit et Azim Naï. Ça nous fait 4 renforts, plus Faris Moumbagna, le Camerounais qu'on a recruté, plus Simon Ngapato au début, même s'il ne jouera pas, il sera toujours dans le groupe, on ne sait jamais. Et surtout, François-Régis Mug, pourquoi pas. Ça nous fait, allez, je vais enlever le gardien Simon, ça nous fait quand même 6 renforts. 6 renforts probables pour mettre dans l'effectif pro. C'est quand même assez important d'en parler. Allez, on enchaîne avec la CAN et on va finir sur la CAN parce que ça va être très vite, il ne reste plus beaucoup de Marseillais. J'en parlerai tant qu'il y a des Marseillais. Tant qu'il y a des Marseillais, j'en parlerai. Et il nous reste qu'un seul Marseillais, c'est Chancel Demi-Dieu Mbemba. Il jouera ce vendredi soir son quart de finale contre la Guinée avec son pays, la République démocratique du Congo. Vendredi donc 21h. Je ne serai pas en live, je serai au boulot, mais on essaiera de le soutenir. J'aimerais bien qu'un Marseillais gagne la CAN. Comme ça, il revient peut-être bien confiant et finit bien la saison. S'il perd, ça sera aussi une chance pour nous parce qu'on va récupérer un super joueur. S'il gagne, ça sera que tant mieux pour lui. Je lui souhaite en tout cas à Chancel Demi-Dieu Mbemba. Donnez de la force à Mbemba dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec le mercato.
Alors, nous commençons, ça me gratte. Nous commençons par qui? Nous commençons par quoi? Par un Sénégalais, justement, un Africain qui nous revient de cette CAN. Et c'est Iliman Ndiaye, j'en ai parlé hier, et je vous relaye encore. La même chose, c'est la Provence, cette fois, qui nous relaye plus ou moins la même information. Plusieurs clubs anglais, donc il n'y a pas que Crystal Palace, dont Crystal Palace, comme j'ai parlé hier, qui s'est montré le plus insistant, se sont renseignés sur Iliman Ndiaye ces derniers jours. L'attaquant olympien ne partira pas, il est focus sur la deuxième partie de saison et veut s'imposer à Marseille, a indiqué une source à la Provence. Lui, certes, il veut rester à l'OM s'imposer, c'est peut-être son club de cœur de base, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. N'oubliez pas, il suffit d'une grosse offre pour le club olympien, et le club olympien pourrait lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il parte. Imaginez-vous, je dis une bêtise, un club anglais qui ont largement les moyens d'investir 30 à 40 millions, Crystal Palace, ils ont les moyens. Imaginez-vous cette offre qui arrive sur la table du club marseillais. Je pense qu'on va réfléchir et on va parler doucement avec l'entourage et voir Iliman Ndiaye directement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur le dossier Iliman Ndiaye. On va faire justement un point par la Minute OM qui nous précise que, malgré l'intérêt de nombreux clubs anglais, Iliman Ndiaye ne partira pas durant le mercato hivernal. Le club n'est pas vendeur et lui-même ne souhaite pas partir. C'est la même information, mais c'est juste pour mettre deux informations qui se recoupent. Voilà, donc Iliman Ndiaye, on va dire que normalement il devrait rester à l'OM, il ne reste plus qu'un jour et demi comme je vous l'ai dit. Et on va maintenant sur les autres joueurs et on va sur un joueur. Non, c'est pas ici, je me suis trompé complètement. Le club veut faire un gros ménage, je me suis trompé. Non, c'est pas ça, je continue. Sur une autre piste qui se termine. Voilà, donc c'est sur celle-là. La fin de la piste Joe Reyna. L'OM n'est plus en lice pour recruter le joueur du BFB Dortmund. Et c'est Seb Ashfoot qui vous relaie. PS, ce n'est pas plus mal. Voilà, donc ce n'est pas plus mal les amis. Et vous avez l'information qui nous sort du site de Gianluca Di Marzio. La source c'est Gianluca Di Marzio, je l'ai mis. Vous pouvez cliquer si vous êtes sur Twitter dessus l'information. Voilà. Allez, on continue. Donc next pour Reyna, moi ça me convient. Un autre joueur, next aussi, selon donc l'équipe qui nous relaie l'information, pisté par l'Olympique de Marseille pour le mercato hivernal, Saïd Benrahma, l'Algérien, s'engage finalement du côté de Lyon. Et oui, les discussions avec l'OM avaient été abandonnées depuis une semaine selon la Minute OM, malgré l'envie du joueur de rejoindre Marseille. Une autre précision qui n'a pas précisé la Minute OM, c'est que Lyon l'a recruté en tant que joueur en prêt. Voilà, donc nous on cherchait un prêt, apparemment West Ham ne voulait pas de prêt, et bien finalement c'est un prêt. Un prêt avec option d'achat à 10 millions d'euros je crois, plus 5 millions de transferts secs. Donc ça aurait été un petit transfert de 5 millions d'euros directement pour l'OM si on l'aurait recruté, et 10 millions après. Donc ça équivaut à 15 millions finalement au bout du compte. C'était pas excessif, hein. Mais bon, il n'est pas chez nous, il est à Lyon, et j'espère que contre nous il jouera, il sera mauvais. Allez, on continue avec d'autres pistes qui se terminent. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu hier, elle est tombée hier, cette piste-là. Donc, l'OM s'intéresserait à Carlos Alcaraz. C'est un Argentin de 21 ans qui joue donc du côté de Southampton. C'est un milieu qui peut jouer dans le milieu central, un petit peu entre deux. Vous voyez, relayeur, voire presque milieu offensif. Il est dans la création du jeu, il peut percer des lignes. C'est un joueur qui est assez bon techniquement. Le milieu de ce terrain de Southampton serait également suivi par Lyon et Nottingham Forest, selon la source Sport Witness. Derrière cela, l'information est relayée et nous avons un autre qui va nous donner une information, c'est Seb Ashfoot, selon Fabrizio Romano, qui vient de le sortir tout à l'heure, regardez, 2 h du matin, à l'heure où je fais la vidéo, donc on est à 2 heures après. Carlos Alcaraz, cité dans les pistes olympiennes, devrait rejoindre la Juventus de Turin. Le joueur de Southampton devrait passer sa visite médicale aujourd'hui normalement. Donc les détails du deal devraient être réglés dans les prochaines heures. Prêt avec option d'achat à 40 millions d'euros. Donc c'était pas pour nous. Après, l'option d'achat elle est non obligatoire. Je ne l'ai pas précisé parce que j'arrivais pas à écrire. Donc selon Fabrizio Romano, il n'est plus pour nous ce joueur. Carlos Alcaraz. Voilà, comme ça vous l'avez aujourd'hui et vous l'avez fini aujourd'hui. Allez, maintenant on va parler d'un autre joueur qui est fini du côté de l'OM, c'est Vitinha. Quoique, pas encore peut-être fini. Vitinha dit au revoir à ses coéquipiers. Information RMC Sport. Je vous fais comme un film, hein, l'information mercato et actualité, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Très ému, Vitinha a dit au revoir au vestiaire marseillais. L'accord entre l'Olympique de Marseille et le Genoa est en train de se finaliser et l'attaquant portugais a dit au revoir ce mardi midi à ses coéquipiers et plusieurs membres du club. Voilà, il était très ému. Il était très ému, voire il pleurait s'il est là. Il est arrivé, il pleurait, il repart, il pleure. Au bout d'un moment, cette scène un petit peu, voilà, donc ça commence à me chauffer un petit peu. Donc qu'il aille se remettre en forme là-bas en Italie, pourquoi pas. Et on va voir peut-être qu'il va revenir, hein, parce que c'est un prêt sec pratiquement, parce qu'un prêt sans obligation d'achat, pour moi, il va sûrement revenir. 25 millions d'euros, c'est trop élevé.
On va parler de la Somme et d'un autre joueur à côté. Vitinha est arrivé en Italie, donc c'était hier soir. Tout sourire pour s'engager du côté du Genoa. Bonne chance, bon courage, Vitor, nous dit BOM. Et c'est un journaliste, Lorenzo Aluigi, qui nous relaie la petite vidéo. Allez, une précision, Vitinha va passer sa visite médicale ce mercredi matin. Donc alors que vous regardez la vidéo, peut-être qu'il aura déjà signé, ça sera déjà officiel. Ou alors si vous le regardez le matin très tôt quand je vais la balancer vers les 6h, 6h30, vous pouvez l'avoir avant l'information, avant qu'il signe. Voilà, donc Vitinha qui va signer aujourd'hui. Après, ce qui concerne le dossier Vitinha, il y a aussi Malinovski. Dans le cas Ruslan Malinovski, on parlerait d'un achat anticipé de 10 millions d'euros selon Di Marzio. Donc le journaliste italien qu'on a relié tout à l'heure, l'autre information. Le Genoa Football Club souhaiterait le garder avec Vitor Vitinha. Dernièrement, on parlait des 7 millions d'euros. Vous vous en souvenez, hier j'ai parlé des 7 millions et là ça parle de 10 millions d'euros. On va voir ce qui se dit parce que Savage Foot vous relaie encore une autre information. Selon la Provence, ça vient de sortir tout à l'heure, Vitinha, Malinovski, donc le même dossier, le club olympien évoque un accord de 10,5 millions d'euros. Donc c'est plus de 10 millions d'euros encore. Au début, on était sur 10, après on était sur 7, et maintenant on est sur 10,5 millions d'euros selon l'Olympique de Marseille pour le transfert définitif de l'Ukrainien au Genoa. Donc on va récupérer un peu plus d'argent. Les médias italiens annoncent 7 millions. Donc, je vais vous dire, nous on n'est pas là, on n'est pas comptable. Entre 7 et 10 millions, on va rester vague. Allez, je tranche la poire en deux, 8 millions et demi, et ça me convient. Est-ce que ça vous convient, 8 millions et demi pour Malinovski? Ça me convient. Le Genoa en point de chute pour nos ratés devient une habitude. Ça, c'était une petite précision que j'ai tenu à rajouter parce qu'on a finalement Malinovski, certes, on a Vitinha qui est parti au Genoa, mais il y a un autre joueur avant qui est parti, c'est Strootman. Donc 3 joueurs qu'on a ratés du côté de l'OM qui partent au Genoa. Donc on va remercier le Genoa qui nous les reprenne pour des sommes certaines. Allez, on continue avec une autre piste, avec les pistes offensives encore, avec Ismaïla Sarr. J'en parlais tout à l'heure. Gennaro Gattuso veut garder Ismaïla Sarr. Alors, je vous l'avais dit hier, n'oubliez pas, je vais d'ailleurs préciser le point. Le Sénégalais fait l'objet de discussions avec Villarreal et susciterait l'intérêt de clubs anglais, dont Nottingham Forest, on en a parlé hier. Sauf grosse offre avant jeudi soir, la tendance est qu'il resterait donc à l'Olympique de Marseille. On continue l'information. Et selon Seb Nonda de Foot Mercato, relayé par BOM, le feuilleton Ismaïla Sarr prendrait fin. Sauf offre non refusable, Ismaïla Sarr ne quittera pas le club cet hiver. Donc est-ce que ça vous plaît que Ismaïla Sarr reste à l'OM? Parce qu'il y en a que ça plairait pas. Moi, ça me hyperait parce qu'on aurait beaucoup de solutions. Si on veut passer en cours de match d'un 3-4 ou 3-5-2 en 4-3-3, on aurait la solution d'avoir des ailiers. Parce que Enrique est encore là pour l'instant et on va en parler juste après. Je vais vous expliquer pourquoi. S'il a été affirmé à ce jour qu'Ismaïla Sarr devrait rester à l'Olympique de Marseille, selon la Mintoem, en interne, la donne est tout autre. Ismaïla Sarr pourrait toujours quitter le club si une offre satisfaisante arrivait sur la table des dirigeants. Le dossier est donc loin d'être clos à suivre. Alors la Mintoem nous dit ça pour Ismaïla Sarr, mais pour Iliman Ndiaye, il nous dit le contraire, parce que Iliman Ndiaye veut rester. Mais Ismaïla Sarr, c'est pareil, c'est la même chose. Tous les joueurs peuvent partir. C'est ça qu'il faut expliquer un petit peu à tous ceux qui relaient des informations. Tous les joueurs de l'OM peuvent partir. N'oubliez pas. Renan le dit, peut-être Klose si ça arrive une grosse offre, on va en parler juste après. Mais tous les joueurs de l'OM peuvent partir au bout d'un moment. S'il y a le pognon qui arrive sur la table, l'OM ne les retiendra pas. L'OM ne les retiendra pas. Même, je vais vous dire encore une dinguerie peut-être, vous allez dire, mais non, tu dis des conneries. Les joueurs qui viennent d'arriver peuvent partir. Un Faris Moumbagna qui vient d'arriver maintenant, en une semaine, il peut partir si on a une offre de 50 millions. On ne peut pas refuser. Comment on refuserait une offre de 50 millions pour un joueur qu'on vient de recruter 8 millions? Ça serait normal, je comprendrais. Voilà, donc tous les joueurs sont sur le départ à l'OM. C'est comme ça, c'est le marché. Après, ce n'est pas les soldes, ce n'est pas forcément les soldes. Parce qu'avec Renan Lodi, finalement, on s'en sort plus ou moins bien, on va dire. Allez, on continue. On continue avec une autre piste, et cette fois, ça concerne encore les joueurs offensifs, et c'est Luis Enrique. Alors, je vous fais comme un film. Selon RMC, Luis Enrique, 22 ans, a séduit Gennaro Gattuso depuis son arrivée. Je vous en ai parlé hier. Bémol, il est allé le voir, donc Luis Enrique serait allé voir l'Italien, pour lui parler de ça, je vais vous dire, en lui disant, excusez-moi, qu'il ne savait pas combien de temps il allait rester à Marseille. Donc Luis Enrique, il n'était pas sûr de rester à Marseille, mais qu'il donnerait tout pour l'OM tant qu'il resterait au club. Et en dessous, il y a marqué quoi? Ça coïncide avec la déclaration de Pablo Longoria dans la conférence de presse hier sur la raison familiale. Vous vous souvenez, il parlait de raison familiale pour Luis Enrique, que c'était difficile d'être loin de ses proches du côté du Brésil. C'est normal, Il est encore jeune, il a que 22 ans. Il est plus jeune que Vitinha. Faut pas l'oublier. On oublie souvent que
Luis Enrique est encore plus jeune que Vitinha, alors que Vitinha vient d'arriver. Allez, on continue, on arrête avec Vitinha, on continue sur Luis Enrique. Et selon Foot Mercato, Sébastien Denis nous relaie, l'OM a repoussé plusieurs offres fermes pour Luis Enrique, donc venant de l'Atlético Mineiro et peut-être de Bragantino ou d'un autre club, de Botafogo aussi, et s'est mis d'accord avec son entourage pour poursuivre l'aventure dans la cité phocéenne. Donc là, ça prend bonne tournure. Donc ils se sont mis d'accord avec l'entourage du joueur de Luis Enrique. Et derrière, c'est encore précisé par Foot Mercato encore un autre, c'est Santiauna qui travaille aussi à Foot Mercato, qui nous dit que Luis Enrique va finalement rester à l'OM. Est-ce que ça vous plaît ça? Est-ce que ça vous hype de voir Luis Enrique rester à l'OM? Les dirigeants sont satisfaits de ses dernières performances, moi aussi, et comptent sur lui pour la deuxième partie de la saison. L'attaquant brésilien, toujours privilégié, l'OM et rêve de s'y imposer. Voilà, donc ça serait bien de voir un Luis Enrique tenter sur la durée de s'imposer à l'OM. Maintenant qu'il a pris un petit peu de presque de l'expérience avec une saison et demie du côté du Brésil, voire 2 saisons, je ne sais plus combien il est resté de temps. Il a pris du poids en marquant des buts, en devenant important du côté de Botafogo. Il a été écarté parce qu'il ne voulait pas lever d'option d'achat, mais il commence à s'imposer comme meilleur joueur là-bas à Botafogo. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Il a pris l'expérience, il est arrivé et on le voit qu'il a l'air un peu plus réfléchi. Cela dit, il y a un domaine, moi, qui me gêne encore un peu, c'est qu'il ne tente pas encore assez. J'aimerais bien qu'il tente plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur les matchs qu'on a vus là, contre Rennes, son entrée, il a tenté une fois ou deux, il a fait la différence. Contre Monaco, pareil, il a fait la différence. J'aimerais le voir faire ça plus souvent. Parce qu'on le sent. On le sent capable, avec sa vitesse, avec sa puissance. Même techniquement, c'est un joueur qui est assez sûr dans ses centres en retrait, même du pied gauche ou pied droit. Donc je voudrais le voir, pourquoi pas, même tenter ses chances à frapper plus souvent au but. Pourquoi pas? On n'a pas encore vu assez. On l'a pas encore vu assez. Allez, je continue avec ce dossier-là. Et pour terminer, c'était mon avis d'hier. Mon avis d'hier. Non, c'était mon avis d'hier. Pardon. C'était mon avis d'hier, oui, parce que c'est le 30. Fabrice Hawkins qui nous relaie que Gennaro Gattuso veut garder Ismaïla Sarr. Et je vous dis, ah ben voilà, j'ai vu juste. Comme je le pensais et bien détaillé dans la vidéo d'hier, Gattuso a toujours eu en tête son 4-3-3. N'oubliez pas, hein, que son 4-3-3, parce que je dis pourquoi son 4-3-3, c'est son système préférentiel à Gattuso. Et la Provence, en annonçant que l'OM voulait garder voulait recruter un autre ailier pur, si bien sûr il y avait un départ, plus Enrique qui pourrait rester, ça se sentait bien. Donc pourquoi pas avoir même 3 ailiers purs? Parce que si on a Ismaïla Sarr, qu'on a Luis Enrique, et pourquoi pas, on ne sait jamais s'il y a un ailier qui arriverait dans les derniers jours, dans les dernières heures, ça nous ferait 3 ailiers purs. Là pour l'instant on en a déjà 2. Donc pourquoi pas repasser en 4-3-3 de temps en temps, pardon, voire en cours de match, changer de 3-5-2 en 4-3-3. On peut changer en cours de match. Ça peut réussir, ça peut réussir. Allez, je continue, on passe sur un autre dossier, un dossier important en ce moment, c'est celui de Jonathan Klaus. Pourquoi important? Parce que ça ne concerne pas que Klaus, ça concerne tout l'effectif. Vous allez voir pourquoi ça concerne tout l'effectif. Selon RMC, les dirigeants estiment que le comportement de Jonathan Klaus n'est pas celui d'un leader exemplaire, à la hauteur des revenus qui lui ont été accordés après une hausse salariale qu'il a reçue en fin de saison dernière, c'était en février ou en mars je crois, sans lui en imposer en contrepartie une prolongation de contrat. Donc on l'a augmenté l'année dernière, donc quand même, faut pas déconner, surtout si on ne le prolonge pas. Donc on l'a augmenté gentiment parce qu'il a des bonnes prestations. Maintenant, il faut le retour du bâton, comme ils estiment le club. Regardez ce qu'ils disent. Ils voudraient qu'il rende cette marque de confiance sur le terrain, en gardant le niveau de performance et d'implication qu'il avait en début de saison. C'est vrai qu'en début de saison, avant qu'il retourne en équipe de France, il était pas mal quand on est repassé à 4 derrière avec Marcelino, voire dans les débuts de Gattuso. Et derrière, il a commencé à s'étioler. Je ne vais pas dire qu'il est toujours moyen, mais il a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. On dirait qu'il se maintient. C'est vrai, hein, ce qu'ils disent là. C'est vrai ce qu'ils disent là. Et quand on regarde les matchs contre Nice, contre Rennes, contre Monaco, il y a toujours eu un match qui n'a pas été plein en entier, puisqu'il est sorti ou alors il est rentré en cours de match. Regardez bien cela. Allez, je continue sur Klaus, parce que ça concerne tous les joueurs. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. On a l'avis de Dimeco. Je ne vais pas vous le lire, c'est très très long, sur Jonathan Klaus. Plus ou moins, il est d'accord avec la direction dans le sens qu'il faut en parler avec Jonathan Klaus. Mais ce qu'il veut préciser, par contre, attention parce que c'est ton seul international bleu. Certes, il n'est pas sûr d'aller à l'Euro, donc c'est à lui de tout faire sur le terrain, donc à Klaus. Mais derrière le club, n'avait pas à le mettre en avant au-delà de la presse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devait être géré en interne. C'est ce qu'il a voulu dire, Eric Dimeco. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça devait se gérer en interne, cette histoire-là?
concernant Jonathan Klaus. Moi aussi, je suis presque d'accord avec Eric Dimeco. Je ne vois pas pourquoi on l'a mis en devant de la presse, parce que ça fait pas terrible comme gestion. Voilà, surtout à 2 jours de la fin du mercato, je trouve que c'est pas terrible de la part de la direction de l'avoir fait, surtout maintenant. Si vous voulez vraiment l'écarter, il l'aurait fait en début du mercato, c'est-à-dire dans les débuts janvier. Dès qu'il serait revenu d'après la trêve hivernale, hop, on punit Klaus, on dit bon, bah Klaus, voilà, donc tu nous écoutes pas, voilà, directement, on aurait cité son nom, et derrière, on aurait compris qu'il faut le vendre, on aurait eu 2-3 semaines, et on aurait recruté un autre joueur. Maintenant, c'est un petit peu tardif, je trouve, en plus. Allez, je continue avec ce dossier-là, pour préciser 2-3 choses. Alors déjà, une chose pour un petit peu la défense de Jonathan Klaus, regardez ce qui a marqué là. Du côté du joueur, on ne souhaite faire aucun commentaire, pour l'instant, pas de réaction. Et les observateurs se souviennent tout de même que l'OM avait remercié Klaus à son arrivée au club. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un effort salarial. Voilà, il avait fait un effort salarial quand il arrivait à l'OM. Donc on peut noter aussi à la défense de Klaus que quand il est arrivé, il a peut-être eu un salaire qu'il voulait peut-être un peu moins. Donc il a baissé ses demandes salariales. Et peut-être que pour récompenser, ils lui ont donné un plus gros salaire. Cela dit maintenant, ce n'est pas réglo ce qui fait Klaus. Allez, derrière, ça concerne les autres joueurs. Regardez ce qui a marqué, c'est très important. Les dirigeants ont déjà réprimandé certaines mauvaises habitudes. Ce coup de chaud entre Klaus et l'OM est d'ailleurs à placer dans un contexte beaucoup plus général, où Pablo Longoria, Mehdi Benassia et Gennaro Gattuso demandent à tous les joueurs une attitude ultra professionnelle. C'est l'un des points sacrés sur lesquels la direction olympienne a décidé de se montrer intransigeante. L'exemplarité, ça veut rien dire. L'exemplarité. Comme il a dit, Longoria pendant la conférence de presse la dernière, il a dit la mentalité, on veut changer la mentalité. On veut changer la mentalité. Il l'a dit 3 ou 4 fois pendant la conférence de presse. Ces dernières semaines, le club a déploré quelques retards. Et pas que de Klaus, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de nonchalance sur les séances, du détachement après l'élimination en Coupe de France. Là, il ne situe pas que Klaus, hein, il situe tout l'ensemble de l'effectif. Donc il y a eu un détachement auprès de l'effectif marseillais. Voilà. N'hésitez pas à réagir à ce dossier-là, c'est très important, il ne faut pas qu'on se relâche. Allez, on continue sur le mercato et on continue sur le remplacement de Jonathan Klaus. Cette piste-là, je ne sais pas si vous l'avez suivie, normalement oui, c'est tombé dans l'après-midi. Donc l'OM qui discuterait avec Rennes pour son latéral droit, Lorenz Assignon. Donc c'est Loïc Tanzi de l'équipe qui nous relaye ça. Donc on va regarder sa fiche Transfermarkt à Lorenz Assignon. Mais avant de regarder sa fiche Transfermarkt, il y a une autre information qui est relayée encore dans la soirée. Regardez, hop, je vous la relaye. C'est Seb Foot qui va le relayer. Selon l'équipe, le Stade Rennais a indiqué à Lorenz Assignon qu'il ne comptait plus sur lui. Donc au moins il est sur le départ, ils ne le veulent plus du côté de Rennes. Mais selon l'équipe, Rennes a fixé son prix à 10 millions d'euros. Donc ils veulent un transfert sec. Galatasaray a proposé 4 millions d'euros, donc il y a le club turc qui est intéressé, ils ont proposé 4 millions d'euros plus des bonus, alors je ne sais pas jusqu'à où ça va, peut-être 5, peut-être 6, je ne sais pas en tout. Et l'OM et Bournemouth, un club anglais qui est en bataille, proposerait un prêt avec option d'achat. Alors je ne connais pas le montant du prêt et de l'option d'achat plutôt, mais pas au tarif exigé, donc ça ne serait pas aux alentours des 10 millions, mais plutôt en dessous des 10 millions. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir. Et on va voir pour Assignon sa fiche Transfermarkt. Donnez-moi votre avis sur Assignon. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous hype comme piste? Moi, je suis entre deux. Je suis entre deux, les amis. Il est écarté de Rennes. Voilà, il est 3e choix du côté de Rennes. Pourquoi récupérer les pots cassés de Rennes? Je ne sais pas, en tout cas. Alors, du côté du Stade Rennais, donc 2027 pour son contrat. Lorenz Assignon, 2000, sa naissance, pardon. Il a 23 ans exactement, 1m81, arrière droit. Il est né à Grasse. Je vous le précise parce que je travaille sur Grasse, moi. 10 millions d'euros, sa valeur Transfermarkt, l'estimation. Donc, c'est le prix qu'il réclame du côté de Rennes. Il est franco-tongolais. Il n'a aucune sélection avec les jeunes. Aucune sélection avec les jeunes. Donc, c'est à noter. Voilà, il s'est peut-être pas montré assez fort pour être avec les sélections jeunes françaises ou togolaises. Arrière droit, milieu droit, il peut jouer sur tout le couloir droit pour remplacer, pourquoi pas, Murillo quand il sera titulaire, Murillo. Parce que je pense que Murillo aura sa place si Klaus part et on prend Assignon. Ça, c'est mon avis. 10 millions d'euros de valeur Transfermarkt. Son contrat avec Puma, voilà, à noter, comme l'OM. Et derrière, pour ses matchs cette saison, c'est 21 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. Donc un ratio pas énorme, sachant que Klaus, c'est 2 buts et 8 passes décisives. Klaus, toutes les saisons, c'est plus de 10 passes décisives pour 4-5 buts. Et on va regarder pour toute sa carrière à Lorenz Assignon. Voilà les stats. 104 matchs en comptant les National 2, les Youth League et tout bordel. 7 buts à peine pour 9 passes décisives. Donc c'est un ratio très très faible comparé à Klaus qu'on va regarder après.
20 cartons jaunes, un carton rouge, c'est pas énorme. Du côté de Rennes, on regarde 64 matchs, 3 buts et 6 passes décisives. C'est pas beaucoup comme ratio, c'est une passe décisive tous les 10 matchs. Pour ma part, si on regarde que les stats, voilà, moi je veux un joueur offensif. Si on joue en 3-5-2, il faut que ça soit un joueur qui a des stats. Voilà, donc on va regarder après les stats de Jonathan Klaus. Mais avant cela, on va regarder la deuxième piste côté droit. Parce qu'il y a une autre deuxième piste qui arrive et c'est un Turc. Vous le connaissez peut-être? Regardez la tête. Avant de regarder le nom, Zeki Çelik. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Ça vous parle ou pas? C'est du côté de Lille. Il jouait du côté de Lille. Il a été champion, je crois, avec Lille. Selon l'équipe, Zeki Çelik serait pisté par l'OM. Donc il y aurait un intérêt pour le lit de l'OM. En manque de temps de jeu à la Roma, pour 15 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, pour à peine 724 minutes, à peine, l'OM explorerait le joueur turc, ou explorerait plutôt la piste du joueur turc, je me suis trompé, qui a le caractère et l'expérience, avec aussi l'avantage de connaître la Ligue 1. J'ai oublié une lettre en plus. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette piste? Je vais vous dire, moi ça me hype presque plus cette piste-là que Assignon. Moi de ce que je pense. Après, on va regarder du côté de Transfermarkt sa fiche, on y va tout de suite. Donc Zeki Çelik, il a que 26 ans. Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux. 26 ans, il va sur ce 27 ans le 17 février. Donc il est international turc à 42 reprises, vous voyez là. Du côté de la Roma, contrat jusqu'en 2026. Valeur Transfermarkt 6 millions d'euros à peine. On descend un petit peu. Donc il peut jouer arrière droit et milieu droit, tout le couloir droit comme Assignon. On descend un petit peu. Et on voit qu'il a joué 15 matchs cette saison pour 2 passes décisives en 724 minutes. Voilà, pas beaucoup de temps de jeu. On regarde sa fiche au total de toute sa carrière. On y va, let's go. Toute sa carrière, je ne l'avais pas mis de côté. On y va quand même. Hop, ça va très très vite. 96 matchs, 11 buts pour 18 passes décisives. C'est pas terrible non plus comme ratio. Pour ma part, je ne sais pas si ça vous plaît, mais ça me plaît pas comme ratio si on doit parler d'un joueur offensif. Cela dit, avec Lille, il va jouer 140 matchs pour 14 passes décisives. Donc c'est un ratio de 1/10 comme Assignon avant. Maintenant, regardons sur notre joueur qu'on a nous dans notre effectif. Et c'est qui? C'est Jonathan Klaus. Regardez les stats de Jonathan Klaus si on regarde que les stats, rien que les stats. On descend un petit peu, donc il a 31 ans. Cela dit, il commence à arriver sur peut-être le côté sombre d'une carrière, c'est-à-dire sur les plus de 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans. Voilà, donc il va se rapprocher de la fin de sa carrière. 15 millions de valeur Transfermarkt, contrat jusqu'en 2025. Attention, si on le garde Jonathan Klaus, il faut le prolonger, pourquoi pas, pour le revendre, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on regarde un petit peu sa carrière. 340 matchs, 39 buts, 59 passes décisives, c'est énorme. C'est un match sur 6 pratiquement, un match sur 5 pour Jonathan Klaus pour ses passes décisives. Cela dit, c'est pas qu'en Ligue 1. On va regarder du côté de l'OM. 70 matchs du côté de l'OM, 4 buts et 20 passes décisives. Ça fait une passe décisive pratiquement tous les 3 matchs et demi. 3-4 matchs. Une passe décisive. Voilà, il est efficace tous les 3 matchs. Tous les 3-4 matchs, Jonathan Klaus est efficace. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il est moins bien. S'il n'est pas impliqué à l'OM autant qu'on le voudrait, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de sa part. Donc, s'il y a une reprise en main de Jonathan Klaus, parce que je pense que toute cette petite scène que l'OM a fait concernant Jonathan Klaus, à mon avis, c'est plus un coup de pression qu'autre chose. Je vais vous dire, même les pistes que je vous ai énoncées là, je pense que c'est juste pour faire un petit peu réagir Jonathan Klaus. À mon avis, Jonathan Klaus va peut-être réagir, peut-être en bien, peut-être en mal. J'espère en bien pour l'OM, pour le bien du club. Et même pour lui, hein, je vais vous dire, hein, parce que j'ai rien contre lui. Mais voilà, donc il y aura une réaction, en bien ou en mal, de Klaus. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est juste un coup de pression ou c'est juste du sérieux qu'on veut l'écarter. Allez, c'est à vous de réagir pour Klaus. Et on va passer sur un autre sujet, avec François-Régis Mug. Alors, selon l'équipe, un 3e club de Ligue 2 serait intéressé par un prêt de François-Régis Mug. Après l'AS Saint-Etienne, après le Stade Malherbe de Caen, c'est au tour de l'USL Dunkerque de manifester un intérêt pour un prêt de François-Régis Mug. Accepte un de ces 3 clubs, s'il vous plaît. C'est moi qui parle à François. Accepte un des 3, François. Régale-toi en Ligue 2. Donc, je lui souhaite d'y aller en Ligue 2 pour qu'il s'éclate. Et comme ça permettra d'avoir un petit peu de vécu en monde pro parce qu'il n'en a pas beaucoup. Il faut qu'il ait des matchs. Il faut qu'il ait des matchs qui reviennent plus forts, pourquoi pas. On ne sait jamais. Souvenez-vous-en de André Ayou dans le passé. Il est parti du côté de Arles-Avignon. Il est revenu plus fort. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas François-Régis Mug? Il a que 20 ans. 19 ou 20 ans, je crois. Donc je lui souhaite tout le bonheur. Et on va faire un petit point sur les clubs cités là. Donc on a l'AS Saint-Etienne, Caen et Dunkerque. Regardez bien. Caen, 6e. Je regarde là, 33 points. Regardez bien.
Ensuite, Saint-Etienne, 10e, 32 points. Donc, ils sont qu'à 1 point. On va dire que c'est à peu près au même niveau que Caen. Et derrière, Dunkerque, 18e, donc ils jouent la relégation. Alors, selon vous, vous choisissez quel club pour François-Régis Mug, pardon, excusez-moi. Pour François-Régis Mug, lequel vous choisissez? Est-ce que vous choisissez Caen, Saint-Etienne ou Dunkerque? Allez, c'est vous qui choisissez, les amis, dans les commentaires. On continue avec quoi? Avec qu'est-ce? Allez, avec la fin du mercato, plus ou moins, parce qu'après on regardera un sujet précis pour les joueurs qui seront sur le départ pour les salaires. BOM qui nous relaie quoi? Un sujet précis sur l'Europa League. Et c'est sur les joueurs qu'on doit enregistrer, qu'on peut enregistrer pour l'Europa League, le match du Shakhtar qui va arriver dans pas longtemps. Et il nous faut, et on n'a que 3 places. On n'a que 3 places à enregistrer. On a recruté 4 ou 5 joueurs pour l'instant, je crois. Faris Moumbagna, Sergio Garcia, je vais dire. Ulysse Garcia, Quentin Merlin, Luis Enrique qui fait partie pratiquement des recrues puisqu'il n'a pas joué du côté de l'OM et on ne l'avait pas enregistré au début de saison. Et Onana aussi qu'il avait oublié en bas. Donc sur les 5 qu'il y a là, je vous demande dans les commentaires, donnez-moi les 3 joueurs que vous enregistrez pour la Coupe d'Europe. Est-ce que vous enregistrez Faris Moumbagna, Garcia et Merlin? Ou est-ce que vous enregistrez Garcia, Merlin et Enrique? Ou est-ce que vous enregistrez Onana, Merlin, Enrique? Qui vous enregistrez parmi les 5 joueurs? Si vous devez en choisir 3. Si vous en choisissez que 3. Voire même Pape Gay, il a rajouté, mais je pense que Pape Gay, vous n'allez pas le choisir. Allez, choisissez-moi les 3 joueurs. Et on va terminer par le mercato. Pour les joueurs qui sont possiblement sur les départs, qui pourront nous rapporter un petit peu de masse salariale. Il nous reste Pape Gay, qui est sur le départ. Alors, il ne veut pas prolonger, il ne veut pas partir en transfert. Pour l'instant, il veut rester à l'OM et pourquoi pas choisir son choix à lui. Et Pape Gay, qui est ici sur les départs et il part directement, ça nous ferait 120 000 € de plus tous les mois. Derrière, on a Vitinha qui va partir, donc c'est à 99% fait. Et on va récupérer 240 000 € par mois. Donc pourquoi pas voir peut-être une autre recrue qui va arriver, on ne sait jamais. Et pour Jonathan Klaus, s'il partait, ça serait 265 000 € par mois en plus. Voilà pour les salaires qu'on pourrait peut-être viser pour d'autres recrues. J'ai pas regardé le salaire de comment il s'appelle, de Zeki Selik. Bah tiens, on va regarder ensemble les amis, regardez, hop, on va faire comme ça, on va regarder ensemble. Donc on va aller sur l'Italie ici, vous voyez comment ça fonctionne. Serie A, on va sur les salaires, hop, la Roma, on va le chercher ensemble. Ça prend 2 secondes, on le fait en direct, comme si on était en direct. On voit Zeki Selik, il est où? Il est là. Il a 49 000, donc on arrondit à 50 000. Donc il a un salaire environ aux alentours entre 200 et 210 000. Voilà, donc je pense qu'on peut le faire. S'il y a un clause qui part, on peut largement le faire. Après, est-ce que ça vous convient, Zeki Selik? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On a aussi la piste Léonard Spinazzola, mais j'ai un gros doute. Regardez le salaire qu'il a, 106 000, 107 000. Si vous faites 4 fois le salaire, donc ça fait environ 450 000 par mois. Je pense que l'OM ne peut pas se positionner sur un joueur comme ça. Allez, on va finir sur quoi? On va finir sur le mercato. Oui, il y a encore un petit truc. N'oubliez pas ce que je vous avais dit il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus. Radonjic qui est sur un départ et c'est confirmé. Selon Fabrizio Romano, c'est confirmé pour aller du côté de Majorque. Alors ça parle d'un prêt avec option d'achat. Alors je ne sais pas si on récupérera un pourcentage. On m'a répondu d'ailleurs dans un commentaire sur Twitter. Et on m'a dit que c'était 30 à 40% pour le transfert d'un Radonjic. Donc si on le vend 10 millions d'euros, s'ils le vendent 10 millions d'euros du côté de l'Italie, eh ben on récupérait 3 à 4 millions. C'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper. Mais en tout cas, si on reste sur 30%, eh ben ça serait ça, ou 40%. Allez, maintenant on va sur quoi les amis? On va sur la fin de vidéo. On va d'abord sur l'actu. Elle est longue hein, cette vidéo, mais on va y arriver. On va y arriver ensemble les amis. Allez, on y va avec Quentin Merlin. Vous avez une vidéo disponible sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille officielle. N'hésitez pas, c'est l'interview de Quentin Merlin quand il est arrivé à l'OM. 3 minutes 09 et on passe à l'autre. Vous avez aussi la vidéo de présentation qui a été faite, vu que Faris Moumbagna n'était pas à Marseille, il a participé à la CAN, donc il est arrivé à Marseille et il a fait sa vidéo de présentation du côté de la ville olympienne et il nous a fait une petite présentation qui est plaisante, n'hésitez pas, c'est dans les shorts de la vidéo, de la chaîne YouTube OM officielle. Oui, c'est ça. Et je continue avec justement Faris Moumbagna pour son premier entraînement hier. Voilà, vous le voyez, il est costaud, c'est un gros gabarit, un beau bébé. Même s'il a l'air de voler, il fait quand même 1m85, hein, les amis. Il fait 1m85, c'est un beau bébé. On continue avec l'entraînement justement des Marseillais.
Vous avez tous les joueurs qui sont disponibles en ce moment. Je crois qu'il n'y a pas de blessés, à part Pape Gueye qui va revenir. Je ne sais pas s'il est revenu, je crois pas. Non, ils ne sont pas là, les Sénégalais. Mais quand ils vont revenir de la Côte d'Ivoire, il est blessé au mollet. Je ne vous l'ai pas cité, je ne vous l'ai pas mis dans les informations, mais il est blessé au mollet, Pape Gueye. On continue. Alors, est-ce que c'est une blessure diplomatique? Non, parce qu'il a été absent pour le dernier match du Sénégal. Donc, c'est pas une blessure diplomatique pour Pape Gueye. Allez, je continue avec les photos que vous voyez. Donc, Verretou et tout le joueur. Donc, on a Moumbagna au milieu. Là, on a Luis Garcia. On a encore François-Régis Mug. On a encore Moumbagna, une remise pied droit. N'oubliez pas, il est ambidextre, gaucher, droitier. On a encore un autre joueur, c'est qui? Alors là, ils se sont trompés. Ils ont mis Emran Soglo, là, regardez en bas. C'est pas Emran Soglo, je crois que c'est Mayoka Tika, si je me trompe pas. Allez, on a Faris Moumbagna encore. On a encore Faris Moumbagna. Ils sont amoureux de lui. On a Luis Garcia avec le dernier entraînement de Vitinha. C'était hier. Dernier entraînement de Vitinha. Peut-être qu'on le reverra plus jamais à Marseille. Mais moi, à mon avis, on le reverra cet été. Je vous le dis comme ça, on le verra cet été. Faris Moumbagna pour la dernière photo, qui a l'air pensif. Et il est en train de se dire, est-ce que je vais marquer 10 buts, 15 buts, 20 buts? Tiens, donnez-moi un chiffre. Faris Moumbagna pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il va s'imposer à l'OM? Et combien de buts voyez-vous pour Faris Moumbagna cette saison? Allez, on continue avec une information qui est relayée par l'Olympique de Marseille officiel. Il n'y aura pas de déplacement des supporters olympiens pour le match contre Lyon. Alors, je vous l'avais relayé il y a un mois de cela. Un mois de cela, je vous l'avais relayé, c'était le préfet de la région Rhône-Alpes, je crois que c'est ça, de la région Rhône-Alpes qui nous avait dit qu'ils interdisent le déplacement des Olympiens, des Marseillais à Lyon. Donc là, maintenant, c'est directement le ministère de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin et tout le team, qui nous interdisent les supporters olympiens du côté de Lyon. Le dimanche 4 février à 20h45, donc ce dimanche-là, quand on sera en direct, l'OM jouera sur la pelouse du Groupama Stadium contre Lyon. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a pris un arrêté visant à interdire le déplacement individuel ou collectif des supporters marseillais entre les communes du département des Bouches-du-Rhône et les communes de Dessines, Charpieu, Meyzieux et Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? Réagissez dans les commentaires. Je pense que c'est logique. Je pense que c'est logique, vu ce qui s'est passé au match aller. Je pense que c'est logique, les amis. Je pense que c'est logique. Je ne vais pas dire que je suis pour, mais c'est logique, tout simplement. Allez, on a un partenariat, un nouveau partenariat entre l'Olympique de Marseille et plutôt son 13e homme que j'ai parlé hier. N'oubliez pas, la petite organisation qui concerne l'Olympique de Marseille. Donc, Suez qui s'engage, Suez qui est un gros groupe, on va en parler justement derrière pour son chiffre d'affaires, s'engage comme nouveau partenaire du programme 13e homme de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille est fier d'accueillir Suez, acteur majeur des services à l'environnement au sein de son programme 13e homme, qui réunit tous les projets restructurants du club en faveur du territoire. Suez accompagnera le club dans ses ambitions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Je vous précise une autre chose aussi. En bas, regardez, Suez collecte et recycle les déchets du centre d'entraînement de la commanderie et de l'Olympique de Marseille, ainsi que l'OM Campus. Voilà la mission principale de Suez, c'est le recyclage et la collecte des déchets du centre d'entraînement et de la commanderie de l'Olympique de Marseille et de l'OM Campus. Je vais vous montrer le chiffre d'affaires maintenant de Suez pour montrer que c'est un partenaire important de l'Olympique de Marseille, un petit peu comme CMA, CGM, qui a un gros chiffre d'affaires, environ de 50 milliards par année, pardon. Et là, c'est 9 milliards de chiffre d'année. Je suis sur la fin de vidéo. 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier pour Suez. N'hésitez pas à réagir. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important de le souligner ou pas? Ouais, ça concerne l'actualité. Allez, l'autre actualité, c'était hier soir, j'en ai parlé, c'est l'OM eSport qui a gagné. Enfin, 2 victoires consécutives après 2 défaites pour commencer ce championnat. Donc, ils reviennent dans le classement. L'Olympique de Marseille a gagné 2-0 contre le FC Girondin de Fraude de Bordeaux. Donc, 2-0. Vous voyez les scores en bas. Donc, Pek Soto qui a gagné 1-0 et Pek Soto LJR qui a gagné 3-1 contre Karim Misbach. On regarde le classement, il remonte dans les 5 premiers et il se place à la 5e place devant le FC Nantes. Avec 6 points, ils ont le même nombre de points que le 6e et 1 point d'avance sur le 7e. Il ne faut pas terminer 7e, hein. N'oublions pas, les playoffs, c'est les 6 premiers. Et on regarde les premiers, c'est Clermont. Le FC Lorient, pour l'instant, ils ont un match en retard, ils sont 7e. Donc attention, le FC Lorient, c'est les doubles champions en titre. Voilà les amis, la vidéo qui va se terminer comme ça. Je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me noter la vidéo. Voilà, vous me mettez une petite note. Est-ce que ça vous a plu? Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle, vous êtes 65% de non abonnés à me regarder. Si ça vous plaît, soutenez-moi, soutenez-moi.
On va essayer d'atteindre les 15 000 dans pas longtemps. On essaye d'avancer. On est bientôt à 14 100. On avance tout doucement. Voilà, 100 par semaine peut-être 200, 500 ou 1000. Allez, on essaye de monter aux 100 000. Je veux mon petit trophée là, argenté que je mettrai derrière. Voilà. Et si vous avez des photos à m'envoyer en privé, je les mettrai vos photos là, comme ça pour vous respecter. Allez, merci à vous les amis pour cette vidéo qu'on a vécue ensemble. On se retrouve demain matin, comme d'habitude, à la même heure, au même endroit. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, je suis fatigué. Allez, l'OM les amis. Ciao, ciao, ciao. Allez, 40 minutes. 40 minutes. Et je fais aucune coupure, hein. Je vous laisse même quand je bafouille, c'est pas grave. Je reste naturel. Allez, ciao, ciao les amis. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Moi, je vais aller me reposer. Ciao, ciao, ciao.